qu'avec les processus de paix de Doha, de Washington, ça bloquerait? À quel niveau? Quelle chance accorder à ces processus de paix entre la République démocratique du Congo, le M23, AMC et même le Rwanda, pays agresseur? Mesdames et messieurs, vous nous regardez à travers le monde et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Face à la presse. Émile Mouyaya, bonjour et bienvenue. Bonjour cher Christian et bonjour à tous nos amis téléspectateurs. Nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Yann Kimba. Il est analyste politique, cadre de ARDEV. Ça faisait bien longtemps que nous l'avons reçu sur ce plateau de Face à la presse. À qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Christian, bonjour Monsieur Émile. Bonjour Monsieur Yann. Bonjour à tous les téléspectateurs. C'est un honneur d'être sur ce plateau, quand bien même ça fait longtemps. Merci bien. D'entrée des jeux, comment se porte votre formation politique? Mon parti politique se porte amplement bien et les activités dignes d'un parti politique se poursuivent sereinement au sein du parti et tout le monde se porte à merveille. À quand les retours de votre autorité morale en province? Pour très bientôt, pour la reprise de ses fonctions comme gouverneur de province. Et le Haut-Katanga, avec sa population, sont impatients de voir le retour imminent Mais il est très bientôt, plusieurs fois, vous avez annoncé de mercredi, de vendredi, mais bon, on en compte assez. Ne vous en faites pas. Jésus revient aussi bientôt. Ne vous en faites pas. Étant donné que le gouverneur Jacques Aboula n'a jamais été déchu, c'est qu'il faut toujours considérer qu'il est encore là, à la tête du gouvernorat du Haut-Katanga. Peut-on dire que l'étape de consultation serait en train de se poursuivre? Visiblement, les dossiers n'étaient pas si faciles. C'est presque déjà fini et nous n'attendons que la date officielle pour son retour afin de donner satisfaction à tous les Haut-Katangais qui attendent impatiemment l'arrivée de ce digne fils de la province. Et qui doit fixer cette date-là? Lui-même ou les instances supérieures? Nous sommes sous ordre de la hiérarchie. Je crois qu'il y a des lois que nous devons respecter et les autorités qui sont établies. Et je pense que c'est pour très bientôt que cela sera effectivement réalisé. Monsieur Yann, si tout va bien au niveau de votre parti politique, nous saluons ça, c'est une bonne chose. Mais les choix se demandent, que se passe-t-il avec les militants ou les cadres de ARDEV qui sont beaucoup plus taxés d'être justement sur tout ce qui bouge dans la ville, avec ceux de l'UDPS, avec ceux de notre parti politique, ça chevauche, il y a des ordres sur la ville. Généralement, on cite vos militants. Nos militants, d'ailleurs, je vous rappelle que j'ai la chance d'être au sein d'un parti avec l'idéologie d'encadrement de la jeunesse. Nous sommes le seul parti qui encadre véritablement la jeunesse et interdit à cette dernière de s'adonner à des actes de vandalisme ou de banditisme. Contrairement à ce qu'on voit sur le terrain, surtout dans des arrêts-bus, partout là, ça chauffe. Non. Les militants de ARDEV sont des responsables. En tout cas, si vous affirmez vos propos, il va me falloir vous demander des preuves parce que je sais que je n'affirme rien, mais ce sont des constats sur terrain. Ce sont les choix qui vivent ça. Nous agissons en toute responsabilité au sein du parti et aujourd'hui, ARDEV est le seul parti politique qui martèle sur le véritable encadrement de la jeunesse. Et de quelle manière vous encadrez les jeunes? Vous leur apprenez de nouvelles matières, de savoir-vivre, vous les encadrez aussi en termes de génération de recettes? Bien évidemment, parce que le civisme semble échapper à plusieurs jeunes actuellement et au sein du parti, nous nous sommes donné ce devoir obligatoire d'accompagner cette jeunesse, bien évidemment, qui appartient à notre parti politique pour qu'elle soit responsable, parce que demain, c'est elle qui est censée prendre le relais ou la relève de tous ceux qui nous gèrent actuellement. Et donc, nous sommes convaincus que lorsque nous voulons un pays émergent, capable de se promouvoir dans tous les domaines de la vie politique, il va nous falloir avoir une jeunesse très efficace, très instruite et une jeunesse capable d'assumer ses responsabilités comme l'avenir de demain. Comme les autres formations politiques, l'unique secteur d'encadrement des jeunes, ce sont les arrêts des bus, Émile venait de le dire. Votre formation politique n'échappe pas, ne déroge pas à ce qui s'observe sur le terrain. Non, mais écoutez, quand vous parlez des arrêts de bus, pourquoi vous identifiez cela à ARDEV? Parce que les arrêts de bus nous avons dit comme d'autres formations politiques. Les arrêts de bus ont existé avant même l'avènement de l'ARDEV
Et s'il y a des partis politiques qui ont leurs militants dans les arrêts des bus, je pense qu'il est obligatoire de leur part d'assumer la responsabilité de l'encadrement de ce dernier, afin qu'ils agissent en bons citoyens et conformément aux lois de notre pays. Alors justement, est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons dire que le fait que votre autorité morale ne soit pas avec vous, ça a un peu déséquilibré votre parti politique? On vous a senti de moins en moins être très affichant, non seulement vous-même, mais au moins dans les cadres. Vous êtes un peu secoué? Pas du tout. Il est évident que la vision a été portée par l'autorité morale, son Excellence Jacques Yaboula, gouverneur de province. Mais aujourd'hui, RDF est devenu plus qu'une grande institution, c'est-à-dire que même en l'absence du visionnaire, nous qui mettons au quotidien en pratique sa vision, nous demeurons là pour chapeauter le reste de la vision. Et dans son absence, n'a rien bougé des fonctionnements. Vous ne sentez pas l'impact de son absence? Absolument pas, parce qu'il a réussi à donner sa vision à tous les cadres de la RDF, et son absence aujourd'hui prouve aussi quelque part que nous sommes en mesure, sans sa présence, de tenir l'avenir de notre parti. Est-ce que cette longue attente de son retour risquerait également d'affaiblir les lignes ou bien de faire bouger les lignes autrement du point de vue fonctionnement du parti politique? Non, le parti est intact, l'organisation est totalement affermie et nous n'avons pas d'inquiétude. Cependant, sa présence au sein du parti ne peut qu'enchanter tous les militants, les hauts cadres du parti. Mais en dehors de cela, je pense qu'on ne se plaint pas de son absence. Le parti continue normalement. Vous avez suivi l'arrivée en province de l'ambassadeur itinérant, honoraire du chef de l'État. Il est venu. Vous l'avez suivi? L'avez-vous suivi? Je l'ai suivi effectivement dans les réseaux sociaux comme tous les autres au Qatar. Et comment vous avez trouvé son message? Après avoir passé de longs moments à l'extérieur du pays, il est rentré avec fracas à Lubumbashi et dans le Haut-Katanga en général. Contre toute attente, il n'a donné aucun message, à part diminuer la valeur du gouverneur de province Jacques Yaboula. J'ai retenu aucun message dans son discours, peut-être à part les insultes, bien évidemment, la moquerie. Mais au fait, nous, on ne peut pas à ce niveau se marteler sur les propos de l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, que nous respectons beaucoup, parce que nous, au sein de RDF, on nous a appris la culture de respecter les aînés. Si eux ne nous respectent pas, nous sommes obligés de le faire. Je pense que M. Dany, c'est un homme politique bien connu dans notre pays. Et je suis convaincu que là où il est en train de regretter ses propos parce que ça ne normalement pas de. Ce serait sorti de son contexte ou c'est réellement ce qu'il voulait véhiculer comme message? Non, mais je pense qu'aucun message constructif il a pu lancer pendant son meeting. Certes, je ne sais pas comment il a dérapé complètement. Ce n'est pas ça, les Haut-Katangais. Les Haut-Katangais ou les Haut-Katangaises ne s'attendaient pas à un Vous vous sentez lésé? Pourtant, ici, il faut préciser, il a plutôt répliqué par rapport à une interview accordée par votre autorité morale à Kinshasa. Revivez l'interview du gouverneur de province Jacques Yaboula avec les propos de l'ambassadeur itinérant. Vous verrez que le gouverneur de province était dans une réflexion cohérente. Il n'avait jamais insulté l'ambassadeur Dany. Non, mais il avait accusé d'être à la base du dysfonctionnement des institutions en province. Est-ce vrai, ces allégations-là? Lorsqu'il y a un dysfonctionnement, nous ne pouvons pas dénoncer cela. Mais lorsqu'il y a des choses qui ne marchent pas au sein du gouvernorat, nous étions les premiers à dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas et le gouverneur était là. C'est-à-dire quand on critique quelqu'un objectivement, c'est pour le permettre d'ajuster, d'affûter et de réorganiser sa façon de faire les choses. Ce n'est pas une moquerie. Mais lorsqu'on réplique par les injures... Est-ce qu'il a insulté? C'est incohérent. Monsieur Yann, vous ne voyez pas que, comme on a toujours dit, à chaque action correspond une réaction. Est-ce que le propos de l'ambassadeur, comme venait de le dire Christian, ne serait pas une réponse appropriée par rapport à la sortie médiatique de votre morale? Ça, c'est 1 et 2. Vous êtes acteur politique des premiers rangs dans la province, ça ne s'en cache pas. Mais comment expliquez-vous que dans un meeting de plus d'environ 1 heure, vous n'avez retenu que
le point que vous qualifiez de négatif de la part de l'ambassadeur, est-ce que c'est juste? Parce qu'on a entendu dans le même meeting appelant les Hauts-Katangais de pouvoir s'aligner derrière le chef de l'État pour que la guerre se termine. Ce n'est pas un peu positif? Premier point, déjà, la déclaration de l'ambassadeur du chef de l'État, Excellence Dani Banza, n'a pas indigné le parti, n'a pas indigné ni l'autorité morale ou encore ses membres, étant donné que je pense sincèrement que ça serait plus de l'humiliation pour celui qui avait prononcé de tels propos, parce qu'il est indigne de voir le rang actuel de l'ambassadeur itinérant s'exprimer de la sorte. Ça peut peut-être désenchanter le membre de son parti et ceux qui sont alliés à sa personne ou à sa vision. Ça, c'est la première réponse. Deuxième point, nous n'avons pas suivi tout son discours, bien évidemment, parce que j'ai vu personnellement quelques séquences sur les réseaux sociaux et je suis tombé uniquement sur ça. Donc vous réagissez par rapport à ce que vous avez et vous déduisez. Ça ne serait pas une analyse biaisée de votre part, subjective, parce que vous n'avez pas suivi. Voilà pourquoi je m'exprime avec élégance, avec humilité, avec modestie et avec tout le respect que je dois à l'ambassadeur itinérant. Pourquoi n'avoir pas suivi tous les discours et d'en dégager une lecture beaucoup plus constructive? Je ne pense pas que même vous avez tous les discours en entier, à moins que vous soyez militant de ACO qui était présent. Comment ça? Parce que ça n'a jamais été diffusé, même chez vous. Nous avons l'habitude de suivre HK6, ça n'a jamais été diffusé. Mais c'est leur politique interne. Quand vous faites toutes vos activités, vous ne diffusez forcément pas. Étant donné que je ne suis pas également obligé d'être présent, parce que moi je ne suis pas membre de ACO, moins encore membre de partis alliés à ACO. Moi, je suis cadre. Donc, vous n'avez, ici, nous comprenons que M. Yann Kimba n'a tiré que la partie qui l'intéressait. Bien évidemment. Et c'est là où il y a un peu mon regret, mon indignation de voir la grandeur avec laquelle M. Dani Banza se présente auprès de la population, non seulement katangaise, mais congolaise, s'exprimer de cette façon-là. Mais ce n'est pas de la subjectivité de votre part, de prendre juste les pincettes, comme on peut le dire, des propos de quelqu'un et puis en faire peut-être tout un dossier. Moi, je ne suis pas hors contexte, hein, parce que les propos auxquels vous me faites que dirais-je, de modification, je pense que ce sont ces véritables propos, quand bien même je n'ai pas suivi tous les discours, mais au moins vous reconnaissez qui l'avait dit ça. Est-ce que nous devons être pragmatiques? Être épileptique, est-ce l'insulte? Écoutez, d'abord, nous sommes africains, nous avons nos valeurs. Il est irresponsable de ma part de traiter une haute autorité de cette façon-là, étant donné déjà que vous n'avez pas de preuves, parce que si on demande à monsieur l'ambassadeur de nous brandir juste une seule preuve qui prouve à suffisance que le gouverneur de province est épileptique, je ne pense pas qu'il en aura une seule. Mais le prénom qu'il avait cité, c'est un prénom commun, donc on peut dire ainsi. Ça n'avait rien à voir de particulier. Mais vous avez suivi la réplique de militants des ACO qui ont confirmé le nom de Jacques Yaboula, à moins qu'il y ait deux Jacques Yaboula que vous connaissez. Alors, dites-nous, dans son discours, il a fait sujet de l'agression rwandaise sur les sols congolais. À ce titre-là, saluez-vous ces propos-là? Nous mettons de côté ce qui vous intrigue un peu. Il a appelé la population à soutenir la vision du chef de l'État. Êtes-vous d'accord sous cet angle-là? Ce n'est pas du nouveau, ce qu'il a dit. Il n'a fait que dire ce que tous les Congolais parlent. Non, mais vous soutenez quand même. Donc, vu que ce n'est pas du nouveau, et même vous chantez l'accompagnement à la vision du chef de l'État. Comment soutiendrais-je quelqu'un qui n'a fait que dire ce que moi aussi j'ai dit au quotidien? Donc c'est lui non, qui mais me vous n'avez soutient. pas la même carrure quand même. C'est lui qui me soutient ou bien c'est moi qui dois le soutenir. Donc c'est le vœu de tous les Congolais, le véritable, de voir cette guerre-là se terminer le plus vite. Et je salue l'avancée du cadre de l'accord entre Washington, AMC M23, gouvernement congolais. Donc, ce qu'il a dit, je crois que ce n'est pas du nouveau et vous le savez. Alors, ce n'est pas du nouveau parce que déjà, il y a un précédent fâcheux
Ou bien vous pensez que tout cela est déjà connu, mais malheureusement, l'applicabilité qui pose problème? Le gouverneur de province, Excellence Jacques Yaboula, ne cesse tous les jours de condamner l'agression rwandaise. Et si un des Congolais, un de nos compatriotes, quel que soit son nom, il parle de la même chose, il marche dans la vision du chef de l'État, je pense que... Monsieur Yann, est-ce qu'à vous entendre parler, c'est comme si nous faisons, vous donnez l'impression que nous assistons à une guerre de palais entre des leaders principalement. Et tous de l'ICASI. Et tous de l'ICASI, de surcroît de l'Union sacrée. Voilà. Non. Au sein de RDEV, nous n'avons pas l'habitude d'entrer en guerre avec nos compatriotes, non seulement du Katanga, mais de toute la République démocratique du Congo. Le temps d'entrer en conflit avec X ou Y, c'est le temps que le gouverneur de province consacre pour l'avancement de notre province. Consacré ou bien consacré on n'a pas le vœu d'entrer inutilement dans ces débats-là, parce que la volonté de Haut-Katanga et Haut-Katanga, c'est de voir leur province avancer et pas écouter des histoires Mais qui ça ne tiennent vous pas fait debout. quoi quand le leader katangais se permettent de se tenir des propos parfois qui n'honorent pas le Zan et tout ça? Vous, en tant que leader, comment vous voyez ces attaques entre Katangais et à qui ça profiterait? C'est dommage, hein, comme je peux le dire ainsi, parce que nous sommes dans une phase décisive de la révolution de la modernité dans notre province. Et s'il y a encore des gens qui peuvent cracher sur le long du développement qu'avait impulsé à la tête du Haut-Katanga le gouverneur de province, c'est avec regret que le Haut-Katanga constate cela. Et je pense qu'à ce niveau, il est inutile de ma part de se qui ça lancer profite dans un tel débat d'insultes, d'attaques inutiles, alors qu'il est important que nous puissions nous mettre autour d'une table, parce que nous sommes tous d'une même famille politique, l'Union sacrée. Il faut réfléchir autour d'une table, mettre des réflexions utiles qui peuvent avancer le développement. Alors, qu'est-ce qui serait la pomme de discorde entre les leaders katangais, principalement les deux, comme nous sommes en train d'en parler autour de cette table? C'est quoi les enjeux? D'abord, nous, au sein de RDEV, on n'est pas en conflit avec qui que ce soit. Cette question, elle serait peut-être mieux posée à ceux qui estiment qu'ils sont en conflit contre nous. Au sein de RDEV, l'objectif est de travailler correctement pour l'émergence de notre province. Nous voulons faire du Haut-Katanga l'une des provinces phares à travers la République. Nous n'avons pas le temps de parloter sur ce que font les autres. Est-ce un problème lié à la guerre de leadership? Puisqu'ici, il faut se rappeler, plusieurs s'autoproclament Baba Wakatanga, après le décès de Baba Kyungu Wakumonza. Alors dites-nous qui est le véritable Baba, puisque vous suivez de plus près l'actualité après Baba. Qui est celui-là qui a même d'unifier le digne fils et fille du Katanga? Je pense qu'il est très tôt, assez très tôt, de comparer Kyungu Wakumonza avec les autres acteurs politiques actuellement en termes... Sont-ils minuscules? En termes de fédération, voilà. En termes d'union du Katanga. Mais cependant, c'est le vœu aussi de tous les Katangais, parce qu'il est inutile aujourd'hui de voir le Katangais entre eux se disputer. Donc vous ne voyez personne à même... Donc je pense... Pas même Dani Bonza. Pas... Cher ami. À un moment, on a parlé des membres de la CENI. Vous les connaissez? Cher ami. Voilà. Vous savez, Kyungu Wakumonza paix à son âme, il ne forçait rien pour qu'il soit ce qu'il était. À un moment, votre autorité morale voulait aussi être Baba. S'il vous plaît, il n'a jamais voulu. Parce qu'on ne peut pas vouloir être quelqu'un alors qu'on ne l'est pas. Il faut le devenir par votre façon de faire les choses. Donc il vous faut du temps pour justement, trouver voilà pourquoi je vous ai quelqu'un de sûr, de valeurs sûres. Kyungu Wakumonza, il ne force rien. Il était ce qu'il était naturellement. Et s'il y a des gens qui prétendent devenir comme lui, ils doivent aussi être fédérateurs, comme Kyungu l'a été. Donc ce n'est pas la peine de s'autoproclamer. Combien de temps faudra-t-il pour que nous ayons un Baba?
Mais vous devez être accepté par la population. Vous Donc devez personne n'est accepté vous jusque-là. devez travailler pour l'honneur de la province et vous devez défendre. Ce n'est pas un péché de voir un autochtone, qui qu'il soit, défendre les valeurs katangaises. Dieu, certes, nous a créés tous Congolais, mais il nous a répartis selon la répartition des provinces. Moi, j'appartiens au Katanga, donc je voudrais simplement tous les jours voir le Katanga uni à travers Aujourd'hui, ce tout fils, le monde veut à s'identifier travers ce comme fils. Katanga. Apparemment, c'est une fierté. Hein. À travers. Non, c'est une fierté, pas seulement pour les Katangais, mais c'est aussi une fierté pour les Kinois. Quand quelqu'un parle du Katanga, on sent de la succulence. On dirait que c'était une valeur ajoutée. C'est tout à fait normal. Je pense que si j'étais Mongala, si j'étais Kivousien, je me sentirais toujours ainsi. Et alors, mon vœu serait celui-là de voir les Katanga être unis autour de ses enfants et propulser son élan de développement. Parce que nous, malgré qu'il y ait eu démembrement du Grand Katanga, nous devons faire en sorte que tous les Katanga puissent être unis et que tous ces fils et toutes ces Mais filles malheureusement, ça ne travaillent en reste son honneur. que des souhaits sur souhaits. Il n'y a pas un travail qui Des est fait, fonds, voilà. qui est fait justement pour y parvenir. Chacun est toujours dans son camp. Ne vous en faites pas. Si nos aînés actuels, dont vous connaissez, ne savent pas parler le même langage, notre temps viendra. Nous allons prouver par... Est-ce qu'on nous peut allons dire prouver le qu'aujourd'hui, contraire. c'est la politique qui serait à la base de la division de cette unité à laquelle vous faites allusion? Ce seraient les intérêts égoïstes qui feraient à ce que le leader katangais ne parvienne-t-il pas à parler le même langage et voir la projection de l'espace Grand Katanga? Une des raisons aussi, mais aussi nous pouvons épingler l'aspect orgueil, parce qu'aujourd'hui on ne sait pas accepter la valeur des autres. Le Katangais ne sait pas accepter que l'autre peut aussi faire mieux que lui. Il y a ceux-là qui pensent qu'il n'y a que eux qui peuvent avancer avec... Qui s'approprient la katanganité. Justement, non seulement ça, qui s'approprient également les compétences et l'intelligence nécessaires de développer cette province. Donc il y a ces petits problèmes-là, mais je Mais ce pense n'est pas que aussi si mauvais chacun... de reconnaître ses forces et puis et ses valeurs pour les présenter aux autres. Justement, chacun de nous a une force, mais il faut aussi se dire qu'on est beaucoup plus fort lorsque chacun apporte également sa petite touche à l'édifice. Parce qu'on ne peut pas construire cette province seul. On doit la construire avec tous ceux qui habitent ici, y compris les expatriés qui ont choisi de faire du Katanga leur propre lieu de résidence. Donc, je pense que, et cela devra servir de leçon à toutes les provinces. Il ne faudrait pas que certaines personnes pensent qu'il n'y a que eux qui peuvent faire mieux et que les autres ne peuvent que le suivre. Voilà, donc il faut à un moment donné croire en chacun d'entre nous et mettre en exergue nos compétences ensemble. Je l'ai annoncé dans l'entame de cette émission, accord de principe entre la République démocratique du Congo et l'AFC M23, processus à gauche, processus à droite, mais sur le terrain, le cessez-le-feu est très loin d'être observé. Eh bien, parce que simplement, on n'a pas encore signé un accord concret. Oh, Ouais. ces consignes-là, c'est fictif. Oh, ben non. Le récent accord AFCM 23 voilà. plus gouvernement qui a été piloté par Washington, Doha et l'Union africaine, on se rend compte, c'est presque le début même du processus de paix, alors que c'est depuis longtemps qu'on court derrière cette histoire. Mais on peut quand même saluer cela, parce que j'ai suivi Bonimpo, quelque chose comme ça. Il serait membre du M23. Il aurait déclaré que malgré que nous avions signé cet accord de principe, mais rien n'est encore effectif. Il n'y a pas de contraintes par rapport à toutes ces signatures. Voilà, justement, parce que les 8 éléments épinglés dans cet accord, y compris l'observation de cessez-le-feu, n'a pas encore été mise en exergue. Ce qui veut dire qu'il faut encore patienter, voir à quoi ça va ressembler effectivement cet accord de paix. Alors, Monsieur Yann, je le disais, ce n'est pas la première fois. Nous pouvons compter déjà près de 4 accords de principe signés, toujours accord cadre, près de 8 mois après.
plus rien de concret comme on est en train de le dire. Finalement, d'après vous, quelles sont les faiblesses de tous ces accords qui sont signés de gauche à droite? C'est quoi le point faible qui fait en sorte qu'aujourd'hui, autant de mois après, plus rien sur le terrain? C'est quoi la faiblesse? Bon, déjà, depuis l'histoire de ce processus de paix, je n'ai pas personnellement suivi où on a signé officiellement un accord de paix. En tout cas, moi, je n'ai pas suivi ça. Même le récent qui fait l'actualité ces derniers temps, je ne pense pas qu'ils ont signé effectivement pour mettre fin. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui empêche? Parce que ces tentatives, pourquoi ça n'aboutisse pas? Même si on n'a pas encore fini un accord, qu'on a signé un accord définitif. Mais au moins, ces avancées ici. Le problème se situe sur la feuille de route de chacune des parties. Vous voyez, les parties prenantes à ce processus, chacune se présente avec sa propre feuille de route. Et voilà, quand il faut, parce que pour signer un accord, il doit falloir qu'on trouve un consensus commun. Et qu'on se dise, ben voilà, à ce niveau, que chacun atténue un peu, ça peut nous mettre tous d'accord. Mais j'ai comme l'impression, le gouvernement de Kinshasa a ses recommandations, sur lesquelles il veille absolument. L'AFCM 23 a également le leur, et on se retrouve aujourd'hui, qui va accepter de perdre? Il y a cet aspect-là de la mauvaise foi. Est-ce que nous pouvons dire que dans le chef des médiateurs, les médiateurs sont-ils faibles? Ou bien ils sont en manque de ces jeux de ping d'abord, ce jeu de ping, comment ils ne parviennent pas à en transcender 8 mois après? Bon, déjà, si on s'y attend à un accompagnement efficace des médiateurs, je pense qu'on est en train de se leurrer à ce niveau-là. Déjà, on a commencé avec Luanda, Kenya, tout ça, ça n'a pas abouti. Washington, bien sûr, ils sont là en train un peu de forcer l'addition. Doha ne s'écarte pas non plus, il l'accompagne. Récemment, l'Union africaine semble aussi se mêler de l'affaire. Mais je pense, quelque part, nous obtiendrons cet accord de paix définitif si réellement les Congolais se parlaient entre eux-mêmes. Donc vous prenez les dialogues? Mais bien évidemment. Parce que je ne vois pas, après dialogue intercongolais, qu'on soit incapable de trouver une solution à nos problèmes. Surtout aux problèmes qui gangrènent notre partie orientale. Mais la partie orientale, ça c'est une affaire d'une guerre d'agression. Ça n'a rien à voir avec des Congolais. Non, mais ceux qui sont à la tête de cette agression sont des Congolais. Vous savez les identifier? Ceux qui sont soutenus par le Rwanda. Parce que nous disons que c'est la guerre soutenue par le Rwanda. Le Rwanda soutient qui? Le Rwanda ne soutient pas les Rwandais. Le Rwanda soutient les Congolais. Alors le président a émis les vœux de voir toutes les troupes rwandaises quitter les sols congolais pour envisager avec clarté la signature de cet accord. Pourquoi les fruits ne suivent plus ou ne suivent pas? Mais c'est ça qui est aussi refusé dans le chef de l'AFCM 23. C'est-à-dire demander au Rwanda, au gouvernement de Kigali, de faire revenir ses troupes. Question d'échanger avec le gouvernement, mais ça va nous prendre beaucoup de temps, sincèrement, parce qu'ils ne vont pas aussi céder sans, comme on dit, contrepartie. Vous voyez, parce qu'ils occupent. Le président ignore-t-il cela? Ils s'installent confortablement. Je n'ai jamais dit ça. Ils sont installés. C'est une question. Ils sont installés confortablement dans la partie orientale. Il est, pour moi, difficile, voire même impossible, de le demander de déloger. Dans le gouvernement demande l'impossible aux agresseurs. Mais justement, parce que c'est le rapport des forces qui doit régner pour qu'on aboutisse à un accord de paix. La première contrainte, c'était de faire la guerre. Le gouvernement congolais n'a jamais officiellement déclaré la guerre au M23. Bien que ça s'observe sur le terrain. Oui, mais c'est insignifiant parce que déclarer la guerre voudrait aussi impliquer certains pays qui nous accompagnent pour qu'ils nous aident dans la guerre, si elle est déclarée officiellement. Alors, ce n'est pas le cas. Donc, jusqu'à ce niveau, on doit se dire qu'on n'a pas encore déclaré la guerre officiellement. Alors, moi, je pense la seule issue qui va permettre au gouvernement congolais et à l'AFC M23 de cesser le feu et de l'observer pendant longtemps, c'est ce dialogue-là. Nous allons y revenir. Mais ici, le président avait juré qu'il ne négocierait jamais
avec les agresseurs, c'est-à-dire le M23, qui autrefois étaient des pantins. Je ne sais pas s'ils continuent à être pantins, ces agresseurs, où vous avez trouvé, vous, Union Sacrée, un autre qualificatif. Alors, ils n'avaient pas émis les vœux de négocier, mais aujourd'hui, nous y sommes. C'est quoi votre lecture? Le gouvernement congolais n'a pas encore négocié. Mais ce qui se passe là, vous Qui qualifiez ça de quoi? négocie? Ce sont des particuliers et des ONG qui se sont levés et puis ils sont partis à Doha. Monsieur Christian, nous sommes sous la médiation de l'Union africaine, de Washington et de Doha. Ce sont des intermédiaires par lesquels nous parlons avec l'AFC M23. Et là, ce n'est pas de la négociation. Négocier voudrait dire qu'on appelle ces gens-là qui commettent des crimes de guerre sur le sol congolais dans la partie orientale et négocier avec eux d'une manière ou d'une autre. Et ça n'a jamais été fait. Et pourquoi nous devons le faire? Pour quel intérêt? Vous devez me comprendre sur un aspect. Les processus de paix. Voilà, les processus de paix n'est pas lancé ou n'a jamais été lancé par le gouvernement. Est-ce qu'on est d'accord? Non, on n'est pas d'accord. Qui négocie là-bas? Qui négocie là-bas? Sont-ils délégués par qui? S'il vous plaît. Pourquoi devrions-nous négocier un accord de paix à Washington? Pourquoi le gouvernement devrait-il négocier l'accord de paix à Doha? Pourquoi devrions-nous aller là-bas? Non, allez-y, nous devrions le faire nous-mêmes ici. Nous devrions le faire nous-mêmes ici. Mais sur le plan diplomatique, il peut y avoir des protagonistes, mais l'intermédiaire peut faire en sorte que ceux qui ne s'attendaient pas hier s'entendent aujourd'hui. Mais l'intermédiaire ne fait presque rien. C'est son travail. Ça tire à longueur. Non. Vous ne pouvez pas dire qu'il ne fait presque rien. Parce que déjà, Washington, récemment, nous venons de parler sur ça, Washington, Doha et l'Union africaine ont quand même réussi à réunir. Nous avions suivi quelques personnalités de M23 et du gouvernement congolais pour mettre en exergue les 8 recommandations de cet accord. Et il faut aussi attendre maintenant qu'il y ait de la bonne volonté de la part des deux protagonistes pour que réellement cet accord de paix puisse être effectif. Parce que c'est bien beau que Washington fasse le nécessaire, mais si déjà entre nous, nous déclinons au sein de nous-mêmes la responsabilité... Entre agresseurs et agressés. Ça ne peut pas marcher. Alors ici, vous prenez les dialogues. Soyons beaucoup plus pragmatiques. Dialoguer avec qui? Dialoguer avec les Congolais. Même ceux qui seraient de mèche avec l'agresseur? Ce sont des Congolais. Kabila, vous le voyez dialoguer avec Félix Tshisekedi? À moins qu'il ne soit pas Congolais, le président Kabila. Et qu'est-ce que vous en pensez? Le dialogue est inévitable. Avec Nanga, Kabila... Ici, moi, et voilà. Makenga, et tout. Heureusement que vous me citez que des Congolais. Donc, ils peuvent participer. Vous savez que dans votre camp de l'Union Sacrée, il y en a ceux qui continuent à ne pas admettre que Kabila était congolais, surtout pendant la période du procès, avant sa condamnation. Ne donnez pas de crédit à de tels propos, messieurs. C'est une question. Le président Kabila a été président de ce pays pendant 18 ans. Il est inacceptable et il est indignant aujourd'hui de croire en de tels propos que Kabila n'a jamais été congolais. Alors, il nous a dirigés comment? Donc, il est congolais, il a droit... Parce que vous voulez que tout le monde puisse venir autour de la table. Ouais. Alors, où est-ce que vous allez mettre des millions de morts et également des dizaines de morts qui sont mis sur le dos de ceux qui ont pris les armes? Chers frères, chers compatriotes, le dialogue n'a pas vocation d'ignorer la loi. Le dialogue, il est politique. Le dialogue ne concerne pas la justice. La justice va faire son travail. Mais ici, le dialogue aura comme vocation de dire à nos compatriotes que nous en avons assez d'être instrumentalisés. Est-ce qu'ils ignorent cet état des choses? S'il vous plaît, nous en avons assez d'être instrumentalisés par un petit gouvernement comme ça. Et au nom de quoi vous venez pour terroriser vos compatriotes? Il faut se dire des vérités.
Tant que nous ne pouvons pas le faire, c'est que nous resterons Qui naïfs. doit sélectionner ceux qui prendront part à ces dialogues, si et seulement si ces processus-là prenaient forme? Mais il faut mettre sur la feuille des personnalités sans sentiment, sans appartenance. Qui sont-elles? Il y en a encore ici au Congo, parce qu'avec la CENCO, Parce on que- pense que c'est non grata. Ce sont des personnalités non grata. Il y en a tant d'autres que vous. Vous avez l'idée encore d'autres personnalités qui peuvent faire un qui, n'est-ce pas? Tout le monde peut se fier pour que cela soit fait. Nous avons des Congolais capables, sans appartenance politique, de faire la médiation de ce dialogue. La CENCO, par exemple? Ben, pourquoi pas? Vous y croyez? Mais pourquoi pas? OK. Parce qu'ils proposent aussi la même chose que ce que quelques politiques proposent aussi. Donc je ne vois pas mal. Mais au-delà de la CENCO, il y a d'autres compatriotes congolais qui peuvent faire le même travail. On ne voit pas seulement la CENCO. Donc, Mais bref, pour le président, il faut que ceux qui prendront part puissent nommer, fustiger toutes les agressions dans la RDC. Voilà l'une des conditions. c'est ça. Parce que déjà, il faut condamner cette guerre. C'est une évidence. Mais tout le monde condamne. Bien Vous évidemment. avez vu quelqu'un Puisque- soutenir solennellement la guerre? Puisque tout le monde condamne, alors il est temps pour nous de passer à l'étape supérieure, convoquer maintenant ce dialogue. Je suis évidemment convaincu que, quel que soit le temps, ce dialogue nous sera d'une importance capitale. Et il ne faudrait pas qu'on loupe cette belle occasion qu'on en a pour réunifier le pays. Est-ce que, parce que vous avez parlé de réunifier le pays, dans les 8 points qui sont contenus dans l'accord cadre justement signé récemment à Doha, on parlait du respect de la Constitution, surtout de l'intégralité du territoire national. Est-ce qu'aujourd'hui, voyez-vous, les M23, quoi qu'ils aient signé, être prêts de pouvoir délibérément quitter le pays pour qu'il y ait cette pacification? Ils peuvent quitter. Le dialogue, c'est l'arme la plus puissante. Quand on ne sait pas gagner une guerre on ne sait pas gagner la bataille par la guerre. Avec l'armée. Le dialogue reste l'arme la plus puissante qu'il faut utiliser. Et Mais ça ne visiblement, sera pas- Kinshasa n'est pas dans cette logique-là de la guerre, disons du dialogue jusqu'à aujourd'hui. Ça ne sera pas pour la première fois, peut-être pas pour la dernière fois, qu'on sera devant un fait accompli de convoquer un dialogue national. Moi, j'insiste, c'est mon point de vue en tant que citoyen congolais. Est-ce que vous n'agez pas membre de contre-courant de l'Union- beaucoup membre- de cadres de l'Union sacrée qui ne donnent pas, qui ne soutiennent pas cette Nager à contre-courant ne veut pas dire, cher ami, émettre un point de vue contraire à la réalité d'en face. Est-ce que ce que je dis est mauvais? Parce qu'au sein de l'Union sacrée, vous pensez que les gens ne peuvent pas se tromper? Donc il se trompe. Nous pouvons, comme l'opposition peut se tromper, comme la société civile peut Mais se tromper. pourquoi ça Mais l'évidence ici, cher Christian, c'est de se dire, il est difficile, nous pouvons aller dans tous les pays du monde, entendre tous les présidents de la planète. Nous pouvons même aller même dans la mer, si encore des immeubles construits là-bas. Nous pouvons avoir même le dialogue même en enfer. Mais tant qu'on ne reviendra pas sur terre, dans notre pays, dialoguer avec ceux qui sont au cœur de cette guerre-là, ça nous prendra des millions d'années. Alors dites-nous le dialogue, plusieurs analystes politiques, notamment Fayoulou, qui veut à tout prix qu'il y ait dialogue en urgence, sinon cela aurait comme connotation officialisée la balkanisation dans la partie est du pays. Pourquoi ça prend du temps? Pourquoi ne pas sauter sur ce que nous propose depuis bien longtemps la CENCO et bien d'autres confessions religieuses? Bon, je pense qu'en politique, le temps n'est pas imposé par les organisations non gouvernementales au gouvernement. Je suis sûr que le gouvernement sait quand et comment il va falloir Donc c'est des stratégies internes, on convoquer ce attend dialogue-là. avancer avec les temps. Parce que moi, je suis de ceux-là qui pensent aussi, nous pouvons éviter la catastrophe, nous pouvons éviter cette balkanisation, nous pouvons éviter la fissure de notre pays par ce dialogue qui me semble très imminent. Donc vous parlez le même langage que Fayoulou. Mais pourquoi pas si le vœu de voir le pays être réunifié?
Et là, ça tarde. Christian vous a demandé pourquoi vous n'avez pas donné de solution, une réponse justement par rapport à ça. Et vous pensez que qui bloquerait justement la tenue de ce dialogue pour ce moment? Parce qu'il y a beaucoup de voix qui se sont levées, mais quelque part, apparemment, il n'y a rien fait. Mais vous le savez, il n'y a qu'une seule personne. Si elle décide aujourd'hui qu'il y ait dialogue, il l'aura lié sur le chef de l'État. Donc c'est lui qui bloque. Parce que c'est lui qui bloque. C'est lui qui doit avoir sa main tendue. Moi, je ne vois pas Madame la Première ministre convoquer un dialogue. Mais je suis en train de vous répondre. Moi, je ne vois pas Sam Alou-Kondé, président du Sénat, convoquer un dialogue national. Moi, je ne vois pas non plus Aimé Boji, qui sera inévitablement le président de l'Assemblée nationale, qui est déjà convoquer le dialogue. Donc, nous attendons tous la main tendue du chef. Donc le chef n'a pas encore vu l'urgence, l'opportunité de tendre la main immédiatement. Si vous l'aviez récemment suivi religieusement en Belgique, il est pour le dialogue, n'est-ce pas? Il est pour le dialogue. C'est-à-dire, il a accepté... Pas un dialogue qui ne rentre pas dans sa philosophie. Il faut aller jusqu'à la fin de sa phrase. Le chef de l'État, il est pour le dialogue. Et le chef de l'État a sa main tendue. Il a dit clairement, je veux bien le dialogue. Voilà, et nous le voulons aussi. Mais par rapport au temps, c'est lui-même qui va le définir. Le chef de l'État veut bien le dialogue. Oui, mais quand? Et nous le voulons aussi. S'il vous plaît, il veut bien le dialogue, mais pour quand? Sa main est toujours tendue pour ce dialogue tant attendu. C'est pour quand ce dialogue-là? Prenez votre mal en patience. Non, mais le mandat est finissant, bientôt là. Oh non, mais comment vous êtes si pressé? Nous sommes qu'en 2025. Non, ce sont les éléments en face de la réalité. Il vous reste combien de temps? Est-ce que vous savez que le chef de l'État a encore beaucoup de jours à la tête de la République démocratique du Congo? Est-ce que vous savez à quoi vous faites allusion? Vous faites allusion à quoi? Mais il lui reste combien d'années? Faites des calculs simples. C'est beaucoup de jours. Et qu'est-ce que vous voulez insinuer? Pourquoi vous voulez les précipiter? Donc, non, ce sont des urgences. On parle du dialogue, on parle de la guerre à l'est du pays. Donc ça peut arriver même à 2 jours de la fin de son mandat. Je vous assure que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, ne quittera pas le sommet de mon pays sans dialogue. La politique de pourrissement de temps va bien à l'Union sacrée. Le chef aura toujours sa main tendue. Et nous allons répondre favorablement à cette main tendue. Alors, nous allons peut-être chuter avec 2 petites questions. Est-ce qu'on peut dire qu'à l'Union sacrée, les vœux de changer la Constitution seraient encore d'actualité? Le changement de la Constitution, ce n'est pas le vœu de l'Union sacrée. C'est le vœu. Ça doit être le vœu Ces débats de la population. Existent encore dans votre camp? C'est le vœu de la population congolaise. Oh, ce n'est pas l'Union sacrée. C'est ce dont vous parlez dans vos QG. L'Union sacrée, c'est une plateforme politique qui n'a rien à voir avec le changement de la Constitution. Les Congolais vous ont dit qu'ils ont besoin de voir la Constitution être changée. Est-ce prioritaire? Alors nous irons au référendum. Les Congolais vont voter oui ou non. Moi, je pense que la question est simple. C'est le Congolais lui-même. Donc c'est encore d'actualité dans vos QG. Cher Christian, c'est lui qui va changer la Constitution, ce n'est pas l'Union sacrée. C'est le peuple congolais. C'est lui qui ne voudra pas. La Constitution bloque quoi dans le mot de gestion? C'est lui qui ne voudra pas changer la Constitution dira non. C'est lui qui voudra qu'on change la Constitution dira oui. Et vous direz quoi? Et à la fin, vous direz oui ou non? Ça, c'est un vote, c'est un secret pour moi, cher Christian. Dites à ceux qui vous regardent, vous êtes pour ou contre? Cher Christian, c'est un vote. Il relève de mon plus grand secret. Cependant, vous aussi, quand vous serez devant l'urne, vous allez décider autrement. La raison pour laquelle Aimé Boji est là, d'après beaucoup de gens, ils pensent que c'est lui qui serait le porteur de cette chers compatriotes, notion également du changement de constitution. Chers compatriotes, retenez ça une fois pour toutes. L'Union sacrée n'a rien à voir avec le changement de la Constitution. Donc vous aviez mis au frais... Si il y aura changement de la Constitution, encore ça sera la volonté suprême du peuple congolais. Alors voici la dernière question, nous allons chuter par là. Qu'est-ce que l'actuelle constitution bloque en termes de mode de gestion? Ça bloque quoi? Est-ce la constitution qui est à la base de l'agression dans la partie Est? La constitution bloquerait la création de l'emploi, l'énergie électrique et tout ce qui va avec? Cher Christian, est-ce que vous savez que
on n'a jamais fait de distinguo entre la Constitution et les actions du gouvernement. Et ce n'est même pas important de faire ces distinguos-là. La Constitution n'a rien à voir avec l'exécution du pouvoir. Non, mais de quoi parlez-vous? Mais c'est que je vous dis, rien à voir, parce le que pouvoir si vous dites sera ça, réglementé par parce quoi? que Voilà. si vous liez les actions du gouvernement qui sont établies, parce qu'avant qu'un gouvernement soit investi, le Premier ministre ou la Première ministre se donne l'obligation de présenter son plan de développement, n'est-ce pas? Mais pourquoi voulez-vous changer la Constitution? Vous êtes des Allez-y, journalistes. Allez-y. Vous m'avez posé la question, je réponds. Lorsqu'un gouvernement est installé, le chef du gouvernement est censé présenter son plan du gouvernement, oui ou non? C'est connu de tous. Mais alors, Donc, on comprend que la ça Constitution veut ne dire- bloque en rien. ça ne Vous bloque voulez sim- rien. Mais pourquoi changer ce qui ne bloque pas? Mais lorsque la Constitution qui est censée non seulement régir le gouvernement et les Congolais dans leur ensemble contient certaines limites, nous ne pouvons pas quand même rester statiques parce que Quelles ceux qui limites? sont... Vous parlez de quelles ceux qui limites? ont réfléchi, ceux qui ont réfléchi... Monsieur Yann, il s'agit de quelles S'il limites? vous plaît, ceux qui ont réfléchi pour l'élaboration de cette Constitution-là n'étaient pas des anges. Donc vous parlez quand de la même. modification, N'étaient pas du changement. N'étaient pas des anges. Monsieur Yann Kimba, Vous étiez des Congolais comme nous, alors si... vous à vous notre avez apporté ère- dans la nouvelle Constitution des éléments. Si pendant notre ère, nous constatons que nous pouvons modifier la Et les boches Constitution, pour la nouvelle Constitution c'est-à-dire seraient déjà au nom là, du peuple d'après congolais, bien plusieurs- évidemment, y Vous compris parlez vous. toujours au nom des autres, Au alors nom qu'ils du vous ont peuple peut-être pas congolais. mandaté. Au nom du peuple congolais. C'est ça que je dis. Non, non, parce que quand on dit que c'est le souverain, le peuple souverain qui a le droit au référendum de choisir, de dire oui ou non lorsqu'il faut changer la Constitution. Mais même si je ne suis pas mandaté, c'est la Constitution qui me permet de dire ainsi. Monsieur Yann Kimba, on rappelle que vous êtes analyste politique, cadre RDEV. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, cher ami. Émile Mouyaya, merci. Merci beaucoup et merci à M. Yann d'être passé ici chez nous. Merci également à tous nos Excellent. amis téléspectateurs. Merci à vous qui nous avez suivis à travers le monde. C'était Face à la presse. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.